Regarde bien ce tas de déchets. De vieux câbles dénudés, un moteur électrique grillé, une carte d'ordinateur cassée, une poignée de pièces de monnaie usées. Pour presque tout le monde, c'est de la ferraille. Un truc qu'on jette sans même y réfléchir. Mais il y a des gens qui paient pour ce tas, et qui paient cher. Parce que caché à l'intérieur de ces câbles et de ces cartes, il y a un métal qu'on surnomme l'or rouge depuis des siècles. Le cuivre. Et voilà ce qui est dur à croire. Dans une tonne de ces vieux machins, il y a plus de cuivre que dans une tonne de roches fraîchement sorties d'une mine. Beaucoup plus. Pendant qu'une compagnie minière fait sauter une montagne entière pour extraire moins d'1 kilo de cuivre pour 100 kg de pierre, ce que toi, tu jetterais à la poubelle est fait de cuivre presque pur. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ce câble que tu jettes renaît, fond et ressort transformé en métal neuf, brillant, comme s'il venait de naître. Des déchets à l'or rouge. Commençons par le plus dingue de toute cette histoire, parce que ça change ta façon de voir les déchets pour toujours. Le cuivre a un super pouvoir que presque aucun autre matériau ne possède. On peut le recycler encore et encore, à l'infini, sans perdre la moindre miette de qualité. Zéro. L'acier se fatigue, le plastique se dégrade et finit vraiment à la poubelle. Le cuivre, lui, non. Le cuivre qui sort d'un vieux câble est exactement aussi bon que celui qu'on vient d'arracher à la mine. Tellement identique qu'une fois fondu, personne ne saurait te dire lequel est lequel. Du coup, il se passe une chose qui étonne tout le monde. Environ 80% de tout le cuivre que l'humanité a sorti de terre depuis le début de son histoire circule encore aujourd'hui. Dehors, chez toi, dans ta voiture, dans ton téléphone. Le cuivre qui alimente ta lampe a peut-être été, avant, la pièce de monnaie d'un arrière-grand-père ou un câble de téléphone d'il y a 50 ans. Il ne s'use pas. Il change juste de forme. Et aujourd'hui, près d'un tiers de tout le cuivre que le monde utilise chaque année ne vient d'aucune mine. Il vient de la ferraille. De tas comme celui-là. Passons maintenant à l'argent, parce que c'est là que ça devient sérieux. Pourquoi des entreprises entières se battent-elles pour tes déchets? Regarde la différence. Dans une mine de cuivre normale, une grande, de celle qui creuse un trou de la taille d'une ville, la roche extraite contient moins d'1% de cuivre, parfois 0,5%. Ça veut dire que pour obtenir un seul kilo de cuivre, il faut broyer plus de 100 kilos de pierre, déplacer des montagnes, gaspiller de l'eau, brûler une énergie folle. Maintenant, prends ce tas de vieilles cartes d'ordinateur. Une carte de circuit peut contenir entre 10 et 20% de cuivre, 20 fois plus riche que la meilleure roche de mine. C'est pour ça qu'on appelle les déchets électroniques la mine urbaine. La mine la plus riche de la planète n'est pas sous terre, elle est dans la poubelle de ta rue. Et recycler ce cuivre consomme énormément moins d'énergie que de l'arracher à la roche, parce qu'on saute l'étape la plus chère et la plus sale de toutes. Pas besoin de broyer une montagne, ni de séparer le métal de la pierre. Le cuivre est déjà presque pur, il suffit de le sauver. Moins cher, plus propre, plus rapide. Voilà pourquoi on paie pour tes déchets. Et c'est là que commence la partie qui ressemble vraiment à de la magie. Prends un câble électrique normal, un bien gros. À l'extérieur, du plastique de couleur. À l'intérieur, de fins fils de cuivre brillant. Le défi, c'est de séparer les deux à toute vitesse sans perdre un seul gramme de métal. Comment font-ils? Avant, les gens brûlaient les câbles pour se débarrasser du plastique. Une horreur qui crachait une fumée noire et toxique. Aujourd'hui, c'est interdit, et il existe une astuce bien plus maligne. Ils enfournent des tonnes de câbles dans une machine qu'on appelle un granulateur. À l'intérieur, des lames tournent à une vitesse folle et broient le câble entier en une pluie de miettes minuscules. Des bouts de cuivre et des bouts de plastique tous mélangés, comme des confettis de métal.
Et là vient le moment élégant. Ce mélange tombe sur une table qui vibre sans arrêt, avec un souffle d'air en dessous. Le cuivre pèse bien plus lourd que le plastique, alors le métal tombe d'un côté et le plastique tout léger s'envole de l'autre. Sans feu, sans fumée, rien que de la physique pure. Au bout du tapis, tu as une petite montagne de grains de cuivre pur, qui brillent comme de petites pépites d'or rouge. Et le plastique, qui était avant un déchet toxique, est lui aussi récupéré. Zéro gaspillage. Avec le moteur électrique, c'est différent et plutôt curieux. À l'intérieur de chaque moteur, il y a des mètres et des mètres de fils de cuivre fin enroulés, tour sur tour, des centaines de tours serrés. Le sortir à la main serait un cauchemar. Alors on utilise des machines qui ouvrent le moteur et arrachent ce bobinage de cuivre d'un coup net. Un moteur de machine à laver, de voiture, de climatiseur. Tous cachent ce trésor enroulé à l'intérieur. Et puis il y a les voitures, qui sont du cuivre sur roue. Une voiture à essence normale contient près de 25 kg de cuivre, environ 55 livres, répartis dans les câbles et le démarreur. Et une voiture électrique, accroche-toi, en contient plus de 90 kg, presque 200 livres de cuivre. C'est pour ça qu'une voiture qui arrive à la casse n'est pas de la ferraille, c'est un coffre-fort rempli d'or rouge. Tout ce cuivre, d'où qu'il vienne, des câbles, des moteurs, des cartes, des pièces, des tuyaux, finit au même endroit. Une montagne de grains et de morceaux de métal rougeâtre qui attend la dernière étape, le feu. Et arrive le moment qui change tout. Tout ce cuivre sauvé des déchets part dans un four énorme. Pour le ramener à la vie, il faut le porter jusqu'à 1085 degrés Celsius, presque 2000 degrés Fahrenheit. À cette température, le métal solide capitule. Et là, ça se produit. Le cuivre fond et se transforme en une rivière liquide, orange éclatant, presque vivante, qui bouge et bouillonne comme de la lave. C'est l'un des plus beaux spectacles de toute l'industrie. Ce métal incandescent est versé dans des moules, et en refroidissant naissent les lingots, des barres massives de cuivre neuf prêtes à commencer une autre vie. Mais pour les usages les plus fins, comme les câbles qui amènent l'électricité chez toi, il faut un cuivre ultra pur, à 99,99%. Et ça, on l'obtient grâce à une astuce magnifique qu'on appelle l'électrolyse. On fait passer un courant électrique dans un bain liquide et le cuivre pur, atome par atome, vient se coller sur une plaque jusqu'à former une feuille parfaite et étincelante. Les impuretés, elles, restent au fond. Et bien souvent, dans cette boue du fond, apparaissent en cadeau un peu d'or véritable et de l'argent, qui se cachaient eux aussi dans ta ferraille. Alors la prochaine fois que tu vas jeter un vieux câble, arrête-toi une seconde. Ce bout de déchet peut renaître à l'infini, devenir la pièce de monnaie de demain, le câble d'une maison neuve, le moteur d'une voiture. L'or rouge ne meurt jamais, il change juste de forme. Dis-moi en commentaire, tu te doutais que tes déchets valaient autant ? Écris « or rouge » si ça t'a surpris. Et abonne-toi à Fabrica Vision, parce que ce qu'on recycle dans la prochaine vidéo va te laisser bouche bée. Imagine qu'un simple morceau de métal rouillé puisse receler un secret qui bouleverse toutes les règles de la sidérurgie. Pourquoi certains lots de ferraille se comportent-ils dans le four comme s'ils dissimulaient quelque chose d'interdit? Et surtout, comment, du chaos des vieilles voitures, des rails et des machines, naît un acier plus pur que le minerai des carrières? Aujourd'hui, vous allez découvrir le processus qui transforme les décharges urbaines en nouvelles mines. Et vous apprendrez à la fin un secret que même la plupart des métallurgistes ignorent, celui qui détermine le destin de chaque coulée. Soyez attentifs, car la réponse se cache là où vous ne l'attendez pas.
La collecte de ferraille est cette part invisible de l'industrie sidérurgique sans laquelle les fours à arc électrique ne pourraient fonctionner. Pour qu'une charge relativement homogène arrive dans le four, il faut d'abord que quelqu'un ait trié des milliers de tonnes de vieilles voitures, de machines et de métaux de construction. La chaîne commence au point de collecte. On y apporte de la ferraille domestique, des chutes de négoce métallurgiques, des structures démontées. À l'entrée, tout est pesé, vérifié par document, puis commence le tri par catégorie. Acier d'un côté, fonte, métaux non ferreux, inox, alliages spéciaux. Un site moderne de collecte de ferraille ressemble presque à une mini-usine. Les éléments volumineux, poutres, châssis, carrosserie, sont découpés au chalumeau ou au plasma pour les ramener aux dimensions acceptables par les paniers des fours à arc électrique. Les voitures sont d'abord désarmées. On retire les roues, les batteries, l'électronique, on extrait les fluides, on sépare les métaux non ferreux et les catalyseurs. Ce n'est qu'ensuite que la carrosserie est compressée en blocs briquetés, compacts. Pour la ferraille en tôle et les petits débris, on utilise de puissantes cisailles capables de trancher en un seul passage des poutres et des profilés de plusieurs centimètres d'épaisseur. Le moment clé, éliminer tout ce qui nuirait à la fusion. Peintures à forte teneur en additifs nocifs, gros morceaux de béton, bois, plastique, caoutchouc. Impossible de nettoyer complètement la ferraille, mais plus la préparation est soignée, moins il y a de problèmes au four. Moins de scories, d'explosions dues à l'humidité, de fumée et de gaz toxiques. C'est pourquoi les flux de meilleure qualité proviennent des chutes industrielles, issues des laminoirs ou de la construction mécanique. Peu d'impuretés, dimensions prévisibles, composition chimique de l'acier connu. La ferraille domestique de rue exige beaucoup plus de traitement manuel et mécanisé. Après le découpage et le nettoyage initial, place aux aimants et aux séparateurs. D'énormes électroaimants fixés au bras des chargeurs collectent les métaux ferreux dans la masse générale de déchets, tandis que des séparateurs à tambour éliminent les fines particules d'acier. Les métaux non ferreux sont traités à part. Ils relèvent d'une autre filière commerciale. La ferraille d'acier est ensuite classée par qualité. Acier bas carbone, haut carbone, allié, inoxydable, etc. Pour les aciéries électriques, il est essentiel qu'aucun morceau d'acier fortement allié ne se glisse par inadvertance dans un lot destiné, par exemple, à la production de simples barres d'armature. C'est pourquoi les grands producteurs travaillent souvent avec des fournisseurs réguliers et imposent des exigences strictes en matière de marquage et d'analyse. La ferraille préparée est ensuite compactée en paquets denses ou chargée dans de grands conteneurs paniers, directement acheminés au four par pont roulant. Le compactage ne sert pas seulement à économiser de l'espace lors du transport. Le métal comprimé chauffe mieux et se tasse de façon prévisible lors de la fusion. Les petits éléments comme les copeaux ou les tôles minces peuvent être briquetés ou ajoutés par portions dans le bain déjà en fusion, afin d'éviter une oxydation excessive et des projections. Au bout de la chaîne de collecte de ferraille se trouve un produit clairement classifié. Chaque lot possède une masse, une composition chimique approximative, une granulométrie et un degré de contamination. Ces lots sont répartis entre les aciéries électriques en fonction de l'acier que l'on prévoit d'élaborer. Pour les armatures et les profilés simples, un mélange de ferraille de construction et de mécanique convient. Pour les aciers à roulement ou inoxydables, il faut des flux spécialisés à la composition strictement contrôlée.
Au final, la collecte de ferraille se transforme en véritable industrie minière, urbaine. Au lieu d'extraire le minerai dans une carrière, nous extrayons le fer d'objets déjà fabriqués. C'est précisément de la qualité de ce travail, du tri dans les cours jusqu'aux presses des grands centres, que dépendent la stabilité de la fusion à l'arc électrique et la capacité de l'industrie sidérurgique à évoluer vers un cycle plus circulaire et économe en ressources. Le cœur du processus sidérurgique moderne, c'est le four à arc électrique. À l'intérieur de cet immense bouilloire d'acier tapissé de briques réfractaires, 3 électrodes de graphite, épaisses comme de petits troncs d'arbres, descendent par le haut. Entre l'extrémité des électrodes et la surface de la ferraille jaillissent de puissants arcs électriques. La température dans la zone de l'arc peut atteindre plus de 3500 degrés Celsius, si bien que la ferraille d'acier fond très rapidement. Les morceaux massifs se transforment en métal bouillonnant et en scorie, tandis que le four résiste à ce choc thermique grâce au revêtement réfractaire et au système de refroidissement. Le cycle commence par le chargement du four. Dans une poche ou un panier, on rassemble un mélange de différents types de ferraille. Carrosserie de voitures démontées, chute de laminage, rails désaffectés, rebuts métalliques industriels. En moyenne, 70 à 80% de toute la charge d'un four à arc électrique provient justement de cette ferraille recyclée. Le reste peut être constitué d'ajouts de fer pur, de fondants et d'éléments d'alliage. Ce rapport rend la filière électrique nettement plus écologique que la filière fonte. Il faut moins de minerais de fer et de coke, les émissions totales de carbone par tonne d'acier sont plus faibles, et un volume considérable de déchets métalliques retourne dans le circuit, au lieu de rouiller dans les décharges. Après le chargement, le couvercle du four s'abaisse, les électrodes traversent les ouvertures et descendent jusqu'au sommet de la charge. Lorsque le courant est envoyé, un arc jaillit entre les extrémités des électrodes et la ferraille, éclatant comme une soudure, mais à une échelle gigantesque. Cet arc fonctionne comme une source de chaleur puissante. L'énergie pénètre directement dans le métal, et non par une flamme de combustible. En quelques minutes, la ferraille d'acier commence à ramollir, puis à fondre et à s'affaisser vers le bas. L'opérateur régule la puissance, la longueur d'arc et la position des électrodes, afin que la fusion se déroule de manière uniforme et ne provoque pas d'éclaboussures excessives. Lorsque la majeure partie de la charge est fondue, commence l'ajustement de la composition chimique. On ajoute au four de la chaux et d'autres fondants. Ils forment un laitier qui extrait du métal le soufre et le phosphore. Au besoin, de l'oxygène est injecté par des tuyères spéciales. Il brûle le carbone dissous dans le métal et les résidus d'impuretés indésirables, chauffant davantage le bain. Simultanément, par des ouvertures supérieures ou latérales, on introduit des additifs d'alliage, des ferroalliages contenant manganèse, chrome, nickel, vanadium. Ainsi, à partir de ferrailles hétérogènes, se forme un acier de la classe requise. En fin de coulée, le métal est désoxydé. On ajoute aluminium, silicium ou d'autres éléments qui captent l'oxygène et empêchent la formation de bulles gazeuses dans la pièce finie. Un four à arc électrique moderne, d'une capacité d'environ 100 tonnes, peut transformer en quelques heures une montagne de vieilles carcasses automobiles en une poche uniforme d'acier liquide. Un cycle de fusion prend souvent de 40 à 60 minutes pour un four préchauffé. Chargement, fusion, ajustement de la composition, coulée. La productivité de tels équipements est impressionnante. En une journée, un atelier équipé de plusieurs fours
peut produire des milliers de tonnes de métal. Par ailleurs, l'aspect énergétique du procédé devient de plus en plus propre. La part d'électricité provenant de sources renouvelables augmente, si bien que l'empreinte carbone par tonne d'acier diminue encore davantage par rapport au schéma classique du haut fourneau. Lorsque l'analyse des échantillons du bain fondu confirme la composition et la température requise, vient le moment de la coulée. Le four bascule grâce à un système hydraulique et l'acier liquide à près de 1600 degrés est dirigé vers la poche de coulée. Le laitier qui flotte en surface est évité autant que possible ou évacué séparément. Le métal rejoint ensuite soit la poche intermédiaire de la machine de coulée continue, soit les lingotières. La masse en fusion se transforme en un flux continu qui se solidifie sous forme de brames, blooms ou billettes carrées. Ces produits semi-finis sont ensuite laminés en poutrelles, tubes, rails, ferrailles d'armature, tôles, tout ce qui partira dans les bâtiments, les ponts, les machines, pour revenir dans le four des décennies plus tard sous forme de ferraille. La qualité de l'acier issu de la ferraille est comparable à celle des hauts fourneaux et des aciéries à oxygène. Avec une charge de ferraille bien sélectionnée et des régimes d'affinage appropriés, la teneur en impuretés nocives reste minimale, tandis que la proportion de fer et d'éléments d'alliage atteint 99% ou plus de la composition requise. Pour les structures à haute responsabilité, par exemple l'armature des immeubles de grande hauteur ou les pièces mécaniques, on recourt en complément au traitement sous vide et à la métallurgie secondaire, réduisant encore davantage le taux de gaz et d'inclusion non métallique. La métallurgie à l'arc électrique assure aujourd'hui plus du quart de la production mondiale d'acier et permet de boucler presque entièrement le cycle. Le vieux métal retourne dans le circuit sous forme de nouveaux produits, au lieu de finir sa vie en décharge. Plus l'électricité qui alimente ces fours bascule vers des sources bas carbone, plus l'industrie sidérurgique se rapproche d'un scénario où de grands volumes de matériaux de construction circulent dans le système, avec un impact minimal sur l'environnement. La couche qui touche en ce moment la peau de votre bébé est fabriquée à partir de déchets. Oui, de vieux cartons d'emballage dans lesquels on trouve des clés à molette, des boulons et même des jouets d'enfants. Si vous êtes parent et que vous imaginez la couche comme un produit stérile fabriqué à partir de matière vierge, c'est justement là que vous vous trompez. Elle naît sur une ligne de production à plusieurs centaines de millions d'euros, où arrivent chaque jour des centaines de camions chargés de déchets. Plusieurs milliers de tonnes de papier recyclé par jour. Et vous savez ce qui est le plus redoutable ? Un seul boulon dans cette masse détruit un équipement qui vaut le prix d'un jet privé. Des canalisations dont le diamètre dépasse la taille d'un homme. Comment un tas de carton sale devient-il une fibre stérile au contact de la peau de votre enfant ? Et pourquoi s'agit-il du contrôle qualité le plus strict au monde ? Je vais vous montrer tout le processus, jusqu'à la dernière microparticule. Transformer des déchets en sac papier, c'est relativement simple. Transformer des déchets en un matériau destiné à être en contact avec la peau des nourrissons, c'est une toute autre histoire. Chaque fibre doit passer des dizaines de contrôles. La moindre contamination peut arrêter toute une ligne de production, valant plusieurs centaines de millions d'euros. Quelle est donc la solution ? La première étape semble assez banale. Chaque jour, des centaines de camions chargés de vieux papier arrivent sur le site de l'usine. Vu d'en haut, cela ressemble à une petite ville faite de montagnes de papier. En 24 heures seulement, plusieurs milliers de tonnes de matières premières recyclées peuvent être réceptionnées ici. Et tout cela paraît également chaotique. Cartons, journaux, brochures publicitaires,
emballages d'appareils électroménagers et même de vieux documents d'archives. Quel est donc le secret? Les différents types de vieux papiers contiennent des fibres de longueur variable. Or, la longueur des fibres détermine la résistance du futur matériau. C'est pourquoi la première opération après le déchargement, c'est le tri. De puissants chargeurs acheminent la matière première vers le système de convoyeur. Ensuite, entrent en action les séparateurs automatiques. Ils capturent les agrafes métalliques, les étiquettes en plastique, les morceaux de film et tout ce qui ne doit pas passer à l'étape suivante. Un seul petit boulon resté par inadvertance dans le flux peut endommager un équipement valant l'équivalent d'un bon jet privé. C'est pourquoi le contrôle ici frôle la paranoïa. Après nettoyage, le papier arrive dans d'immenses pulpeurs hydrauliques. Pour faire simple, ce sont de gigantesques cuves d'acier remplies d'eau. À l'intérieur tournent de puissants rotors qui déchirent littéralement le papier en fibres individuelles. Quelques minutes suffisent. À la place des cartons et des journaux, j'ai devant moi une pâte grise et épaisse, semblable à une étrange bouillie. Ma tante Mary en préparait une du même genre. Paix à son âme, si tant est qu'il y en ait une. Je restais penché sur mon assiette, l'air abattu, jusqu'à ce que maman rentre du travail et me ramène à la maison. Dites-moi, qui d'autre a été traumatisé par la nourriture dans son enfance? Mais nous nous égarons. C'est à partir de cette pâte que commence la partie la plus coûteuse du processus. Les fibres doivent être nettoyées avec une telle rigueur qu'il faut éliminer l'encre, la colle, les peintures et les impuretés microscopiques. Pour ce faire, la masse entreprend un véritable voyage à travers tout un labyrinthe de réservoirs, de tuyaux et de machines. De l'extérieur, cela évoque un immense parc aquatique pour papier. Sauf qu'au lieu de l'amusement, c'est une lutte très onéreuse contre la saleté qui s'y déroule. D'abord, le mélange traverse un système de nettoyage grossier. À l'intérieur sont installés des tamis métalliques percés d'orifices de différentes tailles. Les fibres isolées les franchissent sans difficulté, mais les morceaux de plastique, les résidus de ruban adhésif, les fragments d'emballage et autres déchets qui se sont glissés par mégarde dans les vieux papiers y restent bloqués. Les employés racontent qu'on y trouve parfois des choses très étranges, des jouets d'enfants aux clés à molette. Les gens jettent dans les conteneurs à papier bien des objets qui n'ont rien à y faire. Après cela, la masse devient plus propre, mais conserve encore une teinte grise peu engageante. La raison est simple. Dans les fibres subsistent des millions de minuscules particules d'encre d'imprimerie. C'est pourquoi débute ensuite l'une des étapes les plus fascinantes, la flottation. Je me tiens devant d'énormes réservoirs hauts de plusieurs étages. À l'intérieur, un liquide gris bouillonne en permanence. De l'air est injecté par le bas, se transformant en une multitude infinie de minuscules bulles. Elles sont si petites qu'elles évoquent un brouillard laiteux. Les particules d'encre et autres impuretés légères s'y accrochent progressivement. Puis tout cela commence à remonter vers la surface. Une mousse sombre se forme en haut. Son aspect n'a rien de très appétissant, mais il révèle avec une efficacité redoutable la quantité de saleté présente dans la pâte à papier quelques minutes plus tôt. Des racleurs spéciaux se déplacent lentement à la surface du réservoir pour recueillir cette mousse dans des rigoles distinctes. De là, elle part vers une filière de valorisation. Mais un seul cycle ne suffit pas. Dans les grandes usines, le nettoyage peut se répéter plusieurs fois de suite. Après chaque étape, les fibres deviennent plus claires. Si l'on compare le matériau avant et après la flottation, la différence saute aux yeux, même sans instrument de laboratoire. Ensuite vient la filtration fine. C'est là qu'entrent en action des installations capables de retenir des particules de l'ordre de fractions de millimètres. Le flux passe sous pression à travers de nombreux tamis et filtres. Le moindre résidu de colle, de cire ou de film plastique doit être éliminé.
Pour la fabrication de matériaux qui seront ensuite utilisés dans les couches, les exigences sont particulièrement strictes. S'il reste trop d'impuretés, cela affectera la douceur, la résistance et même l'aspect du produit fini. Le plus étonnant, c'est que tout ce processus se déroule de manière quasi continue. Vous observez des tuyaux d'un diamètre équivalent à la taille humaine dans lesquels transitent chaque minute des tonnes de pâte à papier et vous saisissez l'ampleur du phénomène. Ici, on ne purifie pas un seau de matière première, ni même un camion. On purifie de véritables rivières de fibres futures. Et chaque minute de fonctionnement représente des sommes colossales, car toutes ces pompes, cuves, compresseurs et systèmes de contrôle tournent 24 heures sur 24. Lorsque la pâte quitte le dernier bassin de purification, elle ne ressemble plus du tout à cette bouillie grise que j'avais vue au début. Elle devient nettement plus claire, homogène et bien plus propre. C'est précisément à ce moment-là qu'on commence à comprendre pourquoi le recyclage du papier pour de tels produits est considéré comme l'un des défis les plus complexes du secteur. Transformer un vieux carton au nouveau carton est relativement simple. Le transformer en matériau qui finira par intégrer une couche pour bébé, c'est un tout autre niveau d'exigence. De l'extérieur, tout semble assez paisible. Mais derrière chaque bassin se cachent des années de recherche. Les fabricants de couches ne peuvent se permettre la moindre déviation dans la qualité des fibres. Si le matériau est trop grossier, les consommateurs le remarqueront immédiatement. S'il n'est pas suffisamment résistant, le produit ne passera tout simplement pas les tests. Après le nettoyage, les fibres sont blanchies puis séchées. C'est précisément à ce moment qu'il devient le plus difficile de croire que j'ai devant moi le même papier qui, quelques heures plus tôt, est arrivé ici sous forme de vieux cartons et de prospectus publicitaires. Le matériau devient clair, homogène et acquiert les caractéristiques nécessaires à la poursuite de la fabrication. Mais même maintenant, il n'est pas encore prêt à devenir une couche. Reste l'étape de formation de la couche absorbante spéciale, chargée de retenir l'humidité. C'est ici qu'intervient l'une des parties les plus technologiques de toute la chaîne. La vitesse de fonctionnement des équipements est telle que certaines sections du convoyeur produisent des centaines d'articles par minute. Et si ne serait-ce qu'un seul système fonctionne de manière imprécise, les pertes peuvent se chiffrer en dizaines de milliers d'unités en quelques minutes seulement. Imagine une montagne. Pas de terre, mais de caoutchouc noir. Chaque année, la planète jette plus d'1 milliard de vieux pneus à la décharge, et si tu les empilais tous ensemble, ils formeraient une montagne plus haute que les nuages. Ils ne pourrissent pas, ils ne brûlent pas d'eux-mêmes, et lorsqu'ils finissent par s'enflammer sur un terrain vague, ils empoisonnent le ciel de dioxine pendant des mois. Je me tiens en pleine Pologne, sur une friche industrielle sous une pluie grise, devant les portes d'une usine de pyrolyse. Ça sent le caoutchouc mouillé et le métal chaud. Devant moi, un mur de 20 mètres fait de pneus morts. Et dans ce hangar, en ce moment même, on va les transformer en pétrole. Oui, tu as bien entendu, du vrai pétrole. À partir de cette même roue que tu as jetée l'an dernier. Et ce n'est ni un tour, ni de la magie. C'est de la chimie pure, chauffée à 450 degrés. D'abord, laisse-moi te faire peur avec des chiffres. Le monde fabrique près de 2,5 milliards de pneus neufs chaque année. Et presque autant de vieux finissent à la décharge. Rien qu'aux États-Unis, c'est 285 millions de pneus usagés par an. Chacun pèse une dizaine de kilos. Multiplie et tu obtiens des millions de tonnes de caoutchouc noir dont personne ne sait quoi faire. Pendant des décennies, on faisait l'une de deux choses. Soit on les enfouissait,
et le pneu reste dans la terre 200 ans sans se décomposer, accumulant l'eau de pluie et élevant des moustiques, soit on les brûlait, et alors des métaux lourds et des cancérigènes s'envolaient dans l'air. Marek m'accueille, ingénieur de l'usine, dans une veste maculée de graisse. « Les gens croient qu'un pneu, c'est un déchet !» crie-t-il par-dessus le vacarme. « Et moi, je vois un baril de pétrole, un morceau d'acier et un sac de noir de carbone. Il suffit de les séparer. » Et il m'emmène à l'intérieur. La première chose qui te frappe, c'est le bruit. Ici, les broyeurs dévorent les pneus comme si une bête géante broyait des os. Un pneu de camion, de ceux sur lesquels tu ne t'assoirais même pas, devient en quelques secondes des lambeaux noirs. La vibration remonte par le sol droit dans les dents. Mais découper n'est qu'un échauffement. Le vrai miracle se produit ensuite, dans un énorme cylindre d'acier que Marek appelle réacteur. On y charge le caoutchouc broyé, on le ferme hermétiquement et on en aspire tout l'air. Voilà la clé de tout. Pas d'oxygène, pas de feu. S'il y avait de l'oxygène ici, tout brûlerait jusqu'à devenir cendre, explique Marek en tapotant l'acier froid. Mais nous, on ne brûle pas, on cuit. Comme dans une cocotte minute, sauf qu'au lieu d'un ragoût, il y a du vieux caoutchouc. Le réacteur chauffe lentement. L'aiguille grimpe à 400, puis à 450 degrés Celsius. Dans ce four scellé et sans oxygène, le caoutchouc ne brûle pas, il se décompose en molécules. Ce procédé s'appelle la pyrolyse, du grec « décomposition par le feu ». Je pose la paume sur le revêtement du réacteur, à 1 mètre de la paroi, et la retire d'un coup. La chaleur est telle que l'air au-dessus tremble, comme au-dessus de l'asphalte brûlante en été. À l'intérieur, dans une obscurité sans la moindre étincelle, le caoutchouc solide que tu ne pourrais déchirer à main nue se change en vapeur brûlante. Regarde le manomètre, Marek pointe l'appareil. La pression monte, c'est le caoutchouc qui s'évapore. Ce qui fut pendant des heures une roue solide est maintenant du gaz. Et ce gaz, on va l'attraper. Et c'est là que commence le plus beau. La vapeur brûlante du réacteur parcourt des tuyaux jusqu'à un condenseur, un système de refroidissement. La même chose qu'avec la vapeur au-dessus d'une bouilloire, lorsqu'elle se dépose en gouttes sur le couvercle froid. Sauf qu'ici, de la vapeur ne se dépose pas de l'eau, mais un liquide sombre et huileux. Marek ouvre un robinet, et dans un bocal de verre coule quelque chose de noir, d'épais, avec une forte odeur de pétrole. La voilà! Il lève le bocal à contre-jour. De l'huile de pyrolyse. D'une tonne de pneus, on en tire environ 400 kilos. Presque la moitié de la vieille roue se transforme en carburant. Cette huile est filtrée et vendue à des usines, des fours à ciment, des chaudières, comme substitut du fioul. Ce pourquoi tu payais avant pour qu'on l'emporte, coule désormais dans un fût comme produit fini. Mais l'huile n'est pas la fin. Dans le réacteur reste un résidu solide et noir. Et dedans, 2 trésors. Le premier, c'est l'acier. Dans chaque pneu se trouve une carcasse d'acier, un fil qui maintient la forme sous le poids de la voiture. C'est environ 15% du poids du pneu. Après la pyrolyse, le caoutchouc qui enrobait le fil a disparu et le métal pur se retire tout simplement avec des aimants. Marek prend une poignée de fil tordu. Ça repart à l'acierie, ça redeviendra de l'acier. Le second trésor est plus noir que la nuit elle-même. Le noir de carbone, le carbone technique. On l'avait jadis insufflé dans le caoutchouc à l'usine pour rendre le pneu résistant et noir. Maintenant, on le récupère.
C'est une poudre si fine qu'elle colle à la peau et ne se lave pas. Et elle aussi se vend, de retour dans la fabrication de caoutchouc, de peinture, de pneus neufs. La boucle se referme. Reste le gaz, celui qui n'a pas voulu se condenser en huile. On le croirait un déchet. Mais Marek sourit et m'emmène vers un brûleur. Avec ça, on chauffe le réacteur lui-même. Ce gaz est recyclé vers le brûleur et maintient la chaleur du lot suivant. L'usine se nourrit elle-même d'énergie. Le pneu devient littéralement le combustible qui cuit le pneu suivant. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Un vieux pneu, c'est du pétrole condensé. On le lui a mis à l'usine. C'est pourquoi le pouvoir calorifique du caoutchouc est d'environ 30 à 33 mégajoules par kilo. C'est plus que le charbon, qui en a 24 à 27. Une tonne de vieux pneus donne autant de chaleur qu'une tonne et demie de charbon. Ce qui puait à la décharge est en réalité de l'énergie concentrée. Et si l'on ne cuit pas le pneu, mais qu'on le broie simplement, on obtient encore un produit. Le granulat de caoutchouc. Un fin grain noir que tu as vu sans le savoir. Il est sous tes pieds dans les aires de jeu, sur la piste d'athlétisme du stade, sur le terrain de foot synthétique, dans les dalles de caoutchouc près de la piscine. Souple, ne glisse pas, tu ne te blesses pas en tombant. Tout cela, c'est lui, ton vieux pneu. Je franchis la porte. La pluie a cessé. Cette même montagne de caoutchouc noir ne me semble plus un déchet. Maintenant, j'y vois des barils de pétrole, des lingots d'acier, des sacs de noir de carbone et de la chaleur pour une ville entière. Nous sommes habitués à ce que le progrès soit quelque chose de propre et de blanc. Mais parfois, il est noir, collant et sent le caoutchouc brûlé. Et c'est précisément lui qui sauve la planète d'une montagne plus haute que les nuages. Au milieu du Pacifique, il y a une île qui flotte. Sauf qu'elle n'est pas en terre, elle est en plastique. 150 millions de tonnes de déchets, une surface grande comme 3 fois la France. Et elle grossit. 10 millions de tonnes de nouveaux plastiques tombent dans l'océan chaque année. De la surface jusqu'à la fosse des Mariannes. Des morceaux de la taille d'un grain de sable et d'autres de la taille d'une valise. Les poissons les avalent. Ensuite, on mange les poissons. On a déjà trouvé des microplastiques dans le sang humain et dans les poumons de nourrissons. Mais il y a des gens qui ont décidé de dévorer cette île, littéralement. Ils ont construit un navire qui avale les déchets de l'océan. Et ça marche. Le problème principal, on ne peut pas aspirer l'océan. Sérieusement. Déployer un filet, il ralentit le navire, attrape du poisson, détruit ce qu'on veut sauver. Il faut une autre approche. Et quelqu'un a trouvé. L'idée est simple jusqu'au génie. Laisser l'océan t'apporter les déchets. Le système ressemble à ça. Une immense barrière en U, de 50 à 100 mètres de long, déployée dans l'eau. Le matériau est souple, élastique. Les poissons passent, le plastique non. Le courant pousse l'eau. L'eau emporte le plastique droit dans le piège. Comme un entonnoir. Les gros morceaux, bouteilles, sacs, filets de pêche, sont capturés en premier. Puis les plus petits. Des cloisons spéciales laissent passer l'eau mais retiennent les solides. Simple et élégant. Le navire lui-même est une usine flottante. Plusieurs ponts, chacun avec sa fonction. Sur le pont inférieur, le plastique récolté s'accumule. Au-dessus, la ligne de tri où le matériau est séparé et emballé. Et tout en haut, le centre de commande avec caméra et capteur. Les opérateurs voient tout en temps réel. La vitesse ? De 200 à 500 kg de plastique par heure. Faisons le calcul.
300 kg par heure, ça fait 7 tonnes par jour, 210 tonnes par mois, plus de 2500 tonnes par an. Un seul système. Un seul. Mais il y a un hic. Le navire ne peut pas transporter des milliers de tonnes, il coulerait. C'est pourquoi le plastique est stocké dans des conteneurs hermétiques à bord. Conteneur plein, on scelle, direction le port le plus proche, déchargement, retour. Et on recommence. Maintenant, ce qui arrive à ce plastique ensuite. Parce que le jeter dans un four comme ça ne marche pas. Tout ce qu'on sort de l'océan est déjà sale. Algues, bactéries, vases, restes de nourriture. Des mois et des années dans l'eau salée, ça laisse des traces. Première étape, laver et désinfecter. C'est lent et cher. Ensuite, le tri par type. Polyéthylène d'un côté, polypropylène de l'autre, polystyrène à part. Chaque type a son propre cycle de recyclage. Une partie devient des granulés pour de nouveaux produits, une partie du carburant, une partie des matériaux de construction. Mais voilà ce qui compte. Le système attrape précisément les morceaux qui tuent les animaux le plus vite. Les filets de pêche où s'empêtrent les tortues. Les sacs que les dauphins confondent avec des méduses. Le gros plastique se transforme en milliers de fragments dans les estomacs des animaux. Du microplastique dans le poisson dans votre assiette, un cycle de poison. Un seul système ne suffit pas, il en faut des dizaines. La grande plaque de déchets du Pacifique, la Méditerranée, les côtes asiatiques, tous ces endroits appellent à l'aide. Comment ça marche en pratique ? Le système s'installe là où les courants sont forts et réguliers. Il ne court pas après le plastique. Il reste sur place et laisse le courant faire le travail. Économie de carburant et d'énergie. Alimentation par panneaux solaires. Les opérateurs suivent une formation spécialisée. Ils connaissent les courants marins, reconnaissent les types de plastique à vue d'œil, savent travailler en pleine tempête. Quand la tempête est violente, le système peut être désactivé et déplacé. Un autre casse-tête, distinguer le plastique des autres déchets marins. Au fond, il y a des pierres, des branches, des amas d'algues. Les capteurs analysent la densité, la texture, la couleur. L'intelligence artificielle est entraînée à différencier une bouteille en plastique d'un caillou. Et elle le fait mieux que l'œil humain. Quand le système est plein, le tri manuel commence. Les gens séparent le matériau, retirent les résidus organiques, trient les types de plastique. Un travail minutieux, mais sans lui, le recyclage ne serait pas de qualité. Combien ça coûte ? Un système, entre 5 et 20 millions de dollars ? Cher ? Oui. Mais faites un autre calcul. Combien coûte un océan empoisonné, des animaux morts, du microplastique dans le sang de vos enfants ? Et d'un coup, 20 millions, ça semble dérisoire. Actuellement, plusieurs de ces systèmes sont en activité dans le monde. Le plus grand est le système 03, développé par l'organisation The Ocean Cleanup. En 2024, il a extrait 11,5 millions de kilogrammes de plastique. 11,5 millions de l'océan! Mais tant qu'on continue à produire du plastique à usage unique, ces machines sont comme des seaux sous une cascade. La question n'est pas de savoir si la technologie fonctionne. Elle fonctionne. La question est de savoir si elle pourra nous rattraper. Le directeur du projet, quand on lui a demandé si l'océan serait un jour propre, a souri. « Jamais totalement », a-t-il dit. Mais chaque année, avec chaque nouveau système, un peu plus propre. Et c'est tout l'enjeu. Tu as regardé cette vidéo, donc maintenant tu sais aussi. Abonne-toi si tu veux voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand je regarde ce navire avaler des millions de morceaux de plastique, je pense à une seule chose. Pas à la technologie.
au fait que quelqu'un a décidé de ne pas attendre que le problème se règle tout seul et a simplement commencé à le résoudre. Au milieu de l'océan, par tonnes, chaque jour. Si vous plongiez les mains nues dans ce liquide, les brûlures chimiques dévoreraient votre peau jusqu'à l'os en quelques minutes. Et c'est précisément ce poison qui s'écoule à raison de centaines de mètres cubes par heure de chaque usine lourde. Fer, chrome toxique, zinc, acide concentré. Et savez-vous ce qui est le plus effrayant ? Dans le monde entier, seulement 5% des eaux industrielles usées sont traitées de manière sûre. Le reste se déverse directement dans les rivières et les lacs dont nous buvons ensuite l'eau. Je suis entré dans une entreprise rare qui a investi des dizaines de millions de dollars dans un circuit fermé et qui recycle jusqu'à tratropisant de son eau pour la réinjecter dans la production. L'opérateur a placé devant moi 2 échantillons et ce que j'ai vu à la sortie dépasse l'entendement. Une seule erreur dans le processus et les toxines retournent dans la nature ou dans les poumons des ouvriers. De telles installations nécessitent des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars rien que pour l'équipement, sans compter les dépenses permanentes en produits chimiques, filtres et contrôles. La plupart des entreprises optent pour le simple rejet ou un traitement minimal, car le cycle complet coûte trop cher. C'est pourquoi ce que vous allez voir maintenant constitue un exemple rare de la façon dont on peut boucler le cycle de l'eau sans détruire l'environnement. Dans les pays qui communiquent leurs données, or, il ne s'agit que de 22 pays, représentant 8% de la population mondiale. Donc, parmi ces pays qui fournissent des données, seuls 38% des eaux usées industrielles subissent un traitement quelconque et seulement 27% sont traitées de manière sûre. Cela signifie que la majorité des eaux toxiques provenant des usines continuent de se déverser dans les rivières, les lacs ou les bassins de rétention sans traitement approprié. Je suis arrivé aux premières heures du jour, alors qu'une brume légère flottait encore au-dessus du site et que les pompes tournaient déjà à plein régime. L'odeur ici est particulière. Un mélange de métal, de produits chimiques et de quelque chose de lourd, d'industriel. Suivez-moi dans l'atelier, je vais vous guider. Nous pénétrons dans une zone qui embaume tout le tableau de Mendeleïev d'un coup, là où commence la véritable bataille pour l'eau pure de toute l'usine. D'abord, les effluents arrivent par d'immenses canalisations, depuis tous les recoins de cette gigantesque entreprise. Nous parlons de volumes insensés, des centaines de mètres cubes par heure d'un cocktail infernal, contaminé par le fer, le chrome toxique, le zinc, des acides agressifs et des milliards de particules en suspension. Si vous osiez puiser ce liquide à main nue, les brûlures chimiques vous rongeraient la peau jusqu'à l'os en quelques minutes à peine. La première chose qu'on fait à ce stade, un pré-traitement brutal. D'énormes grilles automatisées et de solides tamis d'acier récupèrent en continu les gros déchets industriels, la calamine et les objets fortuits emportés accidentellement depuis les ateliers. Ensuite, ce liquide trouble et agressif est acheminé sous pression vers de gigantesques bassins, où les particules lourdes se déposent lentement au fond sous l'effet de la gravité. Les ouvriers appellent ce processus la décantation primaire. Des racleurs radio spéciaux, qui tournent en continu au fond de ces lacs artificiels, évacuent une bonne partie des déchets solides, parfois des dizaines de tonnes de boue toxiques par jour. Ces résidus sales sont ensuite déshydratés et compressés, car ils contiennent quantité de métaux qui peuvent être réutilisés. L'ensemble du processus fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, car l'épuration industrielle de l'eau et l'écologie des usines lourdes ne tolèrent pas la moindre défaillance. Si ces installations d'épuration s'arrêtent, l'usine se noie tout simplement dans ses propres déchets,
et les amendes des services environnementaux vident instantanément les poches des propriétaires de plusieurs millions d'euros. Nous nous tenons au bord même d'un réservoir en béton, où l'air est saturé d'un lourd brouillard acide, et là, on comprend parfaitement pourquoi la réutilisation de l'eau n'est pas une tendance, mais une question de survie financière pour l'ensemble du site. Ensuite commence la chimie. On ajoute des coagulants et des flocculants, des substances spéciales qui forcent les fines particules à s'agglomérer en masse plus grosse. Ces amas se déposent ensuite au fond, ou bien on les fait remonter à la surface par injection d'air avant de les retirer. On corrige l'acidité de l'eau pour faire précipiter les métaux. C'est l'étape où tout peut basculer. Si le dosage est incorrect, soit la pollution persiste, soit on gaspille des millions de dollars par an en produits chimiques superflus. Après cette première épuration, l'eau paraît déjà plus limpide, mais reste impropre à la réutilisation. Passons à l'étape biologique. Dans d'immenses bassins d'aération, l'eau se charge d'oxygène et de bactéries spécialisées qui dévorent les polluants organiques. Les bactéries fonctionnent comme de petites usines. Elles décomposent ce que la chimie n'a pas pris en charge. Le bruit des aérateurs est tel qu'il faut élever la voix. Ce processus dure des heures, parfois des jours, selon la charge polluante. Mais cela ne suffit pas pour une réutilisation. C'est pourquoi intervient le traitement tertiaire, le plus complexe. Ici, l'eau traverse des filtres à sable, puis des membranes d'ultrafiltration, et dans les systèmes les plus modernes, passe par osmose inverse. L'osmose inverse, c'est lorsque l'eau est forcée sous haute pression à travers des membranes qui retiennent même les sels dissous et les microparticules. Le résultat ? Des centaines de milliers de gallons d'eau presque aussi pure que l'eau potable, mais destinée à des usages techniques. J'ai vu l'opérateur présenter deux échantillons, l'eau brute, couleur café, et celle en sortie, transparente comme du cristal. La différence est saisissante. Cette eau épurée, l'usine la réinjecte dans sa production, pour le refroidissement, le nettoyage des équipements, la préparation de solutions. Un tel cycle permet d'économiser des millions de gallons d'eau douce chaque année et réduit les coûts de rejet. Bien sûr, il y a aussi des déchets. Les boues qui s'accumulent sont des concentrés de métaux et de scories. Elles sont également traitées et parfois on parvient même à en extraire de nouveau des substances utiles. Mais cela ajoute de la complexité et des coûts supplémentaires. C'est pourquoi toutes les usines ne se lancent pas dans un traitement complet permettant la réutilisation. Il faut des surfaces considérables, de l'énergie, des ingénieurs qualifiés et un contrôle en laboratoire au quotidien. Une seule défaillance dans le système et toute l'eau peut devenir inutilisable. L'entreprise s'exposant alors à des amendes ou à un arrêt de production. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les entreprises qui ont mis en place de tels systèmes réduisent leur consommation d'eau fraîche de 60 à 70%, voire davantage. Elles dépendent moins des rivières et des forages, en particulier dans les régions où l'eau manque déjà. Sans compter que moins de substances toxiques sont rejetées dans la nature. C'est un cycle fermé qui fonctionne réellement. Dans l'Union européenne, l'industrie génère plus de 25,5 milliards de mètres cubes d'eau usée par an. C'est approximativement la moitié du volume total des effluents. Pourtant, seuls 2,5% environ de l'eau traitée sont réutilisés. Le potentiel est bien supérieur. On pourrait réintroduire dans le circuit des quantités bien plus importantes. Je vais encore m'attarder près des filtres finaux pour vous montrer à quoi ressemble l'eau qui est désormais prête à reprendre du service. Mes amis, si vous travaillez dans l'industrie, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment tout fonctionne, dites-nous en commentaire quelle usine vous aimeriez découvrir la prochaine fois. Peut-être un géant de la métallurgie ou un complexe chimique ?
Abonnez-vous, laissez un like si vous avez appris quelque chose de nouveau et rendez-vous pour la prochaine visite. Portez-vous bien et préservez l'eau.